Si je vous dis véhicule lancé en 2003, équipé d'un V6 atmosphérique de 280 chevaux, véhicule phare du jeu Need for Speed Underground 2, fabriqué au Japon par la marque Nissan, je vous présente la Nissan 350Z. Produit dans les années 2000, en 2003 plus exactement, la Nissan 350Z est un coupé sportif appartenant à la catégorie GT. Elle a eu 3 phases. La phase 1, un V6 atmosphérique 3,5 litres de 280 chevaux. La phase 2, avec son édition 35e anniversaire, toujours équipée d'un V6 atmosphérique 3,5 litres avec 300 chevaux cette fois-ci. Et la dernière phase, la phase 3, celle qui va clôturer la production de la 350Z, même motorisation V6 3,5 litres avec 313 chevaux. Avec un réservoir de 80 litres, une conso moyenne de 12 litres au 100, vous pouvez vous amuser pendant 500 km. D'après les données constructeurs, on est plus à 680 km, mais je ne connais pas un seul propriétaire de 350Z qui réussit à dépasser les 600 km. Cette Nissan peut faire le 0 à 100 en 6 secondes, 6 secondes 2 exactement d'après les données. C'est grâce à ses performances qu'elle a été retenue pour être la voiture phare du jeu Need for Speed Underground 2, qui est encore un jeu culte aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, ça reste une voiture performante pour un prix raisonnable, même si ce n'est plus pour longtemps, puisque la cote commence vraiment à bien monter. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette voiture, que ce soit en option, en confort ou même en édition limitée. Mais pour ça, je vais demander au propriétaire de me rejoindre, parce qu'il en connaît beaucoup plus sur la voiture que moi. Bonjour. Je pense que j'ai rien oublié sur ma brève présentation de la 350. Puis si j'ai oublié des choses, je te laisse la parole. Non, c'était une présentation relativement complète, hein, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que la mienne est en pack raise, donc ça sous-entend qu'elle a les jantes en alliage de magnésium, donc qui les rend plus légères, ça fait de la masse suspendue en moins. Bon, globalement sur une voiture d'une tonne 6, il pourrait se permettre d'enlever du poids. En dehors de ça, que dire de plus? Bon, je sais pas, peut-être que tu as des questions à me poser, Yann. Tu parles de l'édition, le pack race. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs versions de ce véhicule, plusieurs éditions, où il n'y a vraiment eu que le race et 35e anniversaire. Non, en fait, en Europe, elle est beaucoup sortie en pack race. Du coup, race, c'est les jantes. C'était un fabricant de jantes. C'est globalement juste, ça inclut ces jantes-là, du coup. C'est la version majoritaire, c'est la 350Z par excellence. Elle est grise, elle a les jantes race. Voilà. Après, sur d'autres marchés comme aux États-Unis, elle est sortie dans des versions où elle n'avait zéro option en fait. Celle-ci, elle est sortie d'origine en Europe avec les sièges en cuir chauffant, réglage électrique, le son Bose, le régulateur de vitesse. J'ai vu des 350Z importés avec des sièges tissus, pas d'autoradio Bose. Donc on a eu quand même des belles versions en Europe, hein. Donc celle-ci est une classique, elle est grise. Alors vous avez peut-être remarqué, elle a des bandes parce que il fallait qu'elle se démarque un petit peu à mon goût, parce que des grises on en voit un peu partout, hein. C'est la 350Z du pauvre. Ouais, c'est ça, donc tu as mis des petites bandes pour dire que c'est la tienne et que c'est pas pour la différencier des autres, sur tout ça, des petits détails sans trop la modifier comme on peut en voir certaines bien poussées, il y a tellement de pièces. C'est une voiture qui a été extrêmement modifiée, où il y a eu beaucoup de tuning, notamment comme tu l'as dit, grâce ou à cause, ça dépendra des gens, du Need for Speed. Need for Speed Underground 2. Hein, il y a énormément de pièces disponibles sur l'aftermarket comme on dit, donc c'est le marché après achat, parce que c'est aussi une voiture qui s'est distinguée par sa capacité à faire du drift, à être amenée dans les ronds-points, et même si ça reste un coupé GT assez lourd, assez pâteau, ça reste de base, sans rien modifier, une bonne voiture pour faire du drift, de la glisse, et même attaquer un petit peu dans les cols de montagne, etc. Ce ne sera jamais au niveau d'un châssis RS poussé. Je vais revenir sur le point du drift, du coup ça veut dire que c'est bien une traction? Non, c'est une propulsion. Quand même. Quand même. On peut drifter avec une traction, hein, mais c'est plus compliqué. Là, on a vraiment une propulsion pure. Ce qui fait que beaucoup de jeunes la prennent pour ça, parce que c'est... Ouais, ça a été une voiture qui a été assez massacrée, hein, dans l'ensemble. Il y en a eu beaucoup dans des platanes, tout simplement parce que c'était pas cher avant que ça devienne un peu un youngtimer, un collector. Donc ça a été une voiture assez massacrée, hein. Celle-ci est dans l'ensemble d'origine. Tu as fait quelques modifications du coup? Ouais, en dehors de l'esthétique, j'attache quand même beaucoup d'importance à garder mes véhicules foncièrement d'origine. Alors là, j'ai quand même un V6 3.5, j'avais envie que ça chante un peu, donc je suppose que... Tu peux nous montrer le moteur. Tu voudras qu'on l'entende un peu, mais il y a une demi-ligne dessus,
Autre modification, l'esthétique, et j'ai juste mis des bobines renforcées parce que les bobines, c'est une des petites faiblesses sur cette voiture. Elles ont lâché, donc, enfin une qui a lâché, donc j'ai profité pour mettre des bobines renforcées, quoi. Donc voilà, le beau V6 3,5 litres, atmosphérique du coup. Il n'y a pas énormément de place, hein. Comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément beaucoup de place à première vue. J'ai quand même fait pas mal de choses moi-même dessus. Les bobines, j'ai changé des capteurs, donc notamment le capteur PMH. Comme on peut le voir, ça reste assez étriqué. Bon, il y a quand même un gros espace ici. Donc ça laissait envisager déjà à l'époque de pouvoir modifier la voiture, modifier le moteur. Il y a des préparations en turbo qui existent, c'est tout à fait faisable parce qu'il y a beaucoup de place, comme sur beaucoup de voitures japonaises à cette époque, la Supra, etc. C'était prévu pour être modifié. Donc bosser dessus c'est envisageable si vous avez déjà un petit bagage en mécanique. On est loin des moteurs si simples comme par exemple les TU chez Peugeot qui sont vraiment des moteurs simples à démonter. Il faut avoir quelques petites connaissances, quoi. Du coup au niveau de l'intérieur, tu me disais c'était l'édition basique. En Europe, ouais, c'est ce qui est sorti. La plupart sont sortis comme ça, du coup, avec les sièges semi-baquets en cuir perforés, voilà, électriques et chauffants. Ventilé ou pas? Non, pas ventilé, pas à l'époque quand même. C'est une voiture qui quand même a sorti avec pas mal d'options en Europe. Parce qu'on aime notre petite confort, donc elle a le régulateur de vitesse, un système de son Bose, du coup qu'on retrouve à l'arrière. Les caissons directement un gros derrière. Caisson, ouais, directement les derrière. enceintes, caissons. À défaut de ne pas avoir 4 places, on a un gros caisson Bose. Hein. Ouais. Moi je dis pas non. On a une climatisation automatique. Voilà, ce qui était aussi pour début 2000, c'était quand même pas mal. J'aime bien, il y a des petits Z un peu partout qui rappellent dans quelle voiture on est, quoi. Ici. Et en fait, pour la petite anecdote, les 3 petits points comme ça, on les retrouve un peu partout sur la voiture. Si je dis pas de bêtises, normalement au total il y en a 33 parce que c'est la génération Z33 en fait. D'accord. Donc on peut voir là dans la poignée. Dans les poignées de porte. Les fameux 3 petits points. Ouais. Normalement sur les jantes aussi, ce qui prouve que c'est des jantes d'origine même. Sur les côtés. Là. Mais tu as même là dans le petit logo. On le voit un petit peu moins, mais tu en as aussi là sur les clignotants. Sur les catadiotes. Ouais. Les réfléchisseurs, c'est pas des clignotants ça, du coup. Petite question. Les surpiqûres rouges là dans le volant, c'est d'origine aussi ou alors, ça a été refait? Non, c'est pas d'origine. Alors en fait, un autre petit point défaut sur cette voiture, qui n'en est pas réellement un en fait, c'est qu'elle a 20 ans aujourd'hui. L'intérieur commence à vieillir en fait. On le voit surtout au niveau du levier de vitesse. C'était en cuir, c'est quand même assez bien assemblé, mais à force de passer de main en main et puis dans les mains dessus, ça s'abîme. Donc moi j'ai mis ça. Alors c'est pas très bien fait. Il faut que j'en rachète un, mais c'est de un déjà pour protéger le cuir de mon volant et puis pour avoir une petite touche un petit peu plus sympa, quoi, un petit peu plus moderne dans la voiture. Moi, ce que j'adore quand même sur cet intérieur, c'est les manos, voilà, les jauges de manos qu'il y a au-dessus de la console centrale. Donc, qui permettent de voir. Attention de la batterie, c'est assez gadget, la pression d'huile. La pression d'huile, c'est important. Et l'autre, c'est un indicateur multifonction qui permet d'afficher la vitesse, la température, etc. Okay. Et ce qui est bien aussi sur ce véhicule, enfin ce qui est bien, c'est qu'on est quand même vraiment dans un côté sport avec un contour central qui est énorme en fait. On n'a pas la vitesse en premier plan, on a vraiment le contour, quoi. Bon là on voit pas très bien avec le volant comme ça, mais voilà, on se dit que quand on est devant, ça t'immerge vraiment dans la voiture. Voilà, c'est ça. On est vraiment le pilote, le conducteur avec le contour, parce que comme c'est un atmosphérique, ça prend ses tours et il faut aller chercher la puissance dans les tours et c'est ça qui est magique. Ça fait combien de temps que tu as la voiture, toi? Alors moi, ça fait 2 ans, donc c'est assez particulier l'histoire, c'est que je l'ai acheté avant. Alors, avant, ma première voiture, c'était une Golf 7 1,6 litre TDI 105 chevaux. Oh mon Dieu. Oh, ça claque, hein. Non, c'était une voiture, j'avais acheté une Golf Break parce que j'avais besoin de place, je me déplaçais beaucoup. Et en jeune permis, dépasser les 110 chevaux les premières années, c'était très compliqué. Ouais. C'est passé du coup 2 ans, donc de mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans. Je me suis séparé de ma Golf et je cherchais une voiture. Alors, j'avais pas dans l'optique de prendre ça parce que je m'attendais clairement à me prendre un gros non dans la tronche par les assurances. Ouais, je comprends, parce que tu étais en jeune permis. J'étais encore en probatoire, donc j'avais juste fait quelques devis voilà, pour ma sortie de probatoire qui était 1 an plus tard. Et la conseillère m'a dit bah non, vous pouvez l'assurer, une 350 même moins cher que votre Golf 7. Alors que celle-ci fait 280 chevaux et ma Golf 7 105. Donc pour qui pourquoi vous me demanderez, véhicule ancien, donc de 2004, la Golf était de 2014, c'est un véhicule qui est moins volé, qui est moins accidenté parce que tout simplement il y en a moins d'assurés. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé avec une 350Z avec un A collé derrière. Aberrant quoi. À mes 20 ans, voilà. À 20 ans en plus, à 20 ans, 280 chevaux quoi. C'est ça, j'avais fait une bonne affaire aussi, j'ai été la chercher loin, donc non, c'est une histoire sympathique. Est-ce que tu l'as acheté combien à l'époque? Alors celle-ci, je l'ai achetée 12 500, elle avait 100 000 km tout juste.
T'imagines, 12 500, 100 000 km, regarde le prix aujourd'hui. Bah maintenant, aujourd'hui, dans l'état, elle a 140 000 parce que c'est une voiture qui roule. C'est mon daily actuellement, ça a été mon daily au début. Aujourd'hui, ouais, ça vaut 17-18 000 euros bien entretenu, quoi, avec pas mal de frais qui ont été faits dessus. Moi, la mienne, j'ai fait l'embrayage, j'ai fait pas mal de choses, donc je pense que ça vaudrait bien un petit 17-18 000 avec 140 000 Et encore, km, à 100 000, donc là, je me rebase sur le prix d'il y a 2 ans où tu l'as acheté. Je l'ai acheté, ouais. À l'heure d'aujourd'hui, 100 000, j'en ai vu qui dépassaient les 20 000. Ah oui, aujourd'hui, il y a des 350Z qui atteignent le prix des 370, donc il y a la génération d'après. J'ai vu des 350Z partir à 21-22 000 euros parce qu'elles n'étaient pas kilométrées, que tout avait été fait dessus. Et si à l'heure d'aujourd'hui, on te propose une 370 à la place de la 350, qui sont quand même, comme tu dis, la génération suivante et qui sont beaucoup rivaux, ces deux modèles-là, laquelle tu prendrais? Honnêtement, j'ai essayé les deux, j'ai eu la chance d'essayer les deux. J'avais pas forcément le choix avec une 370, c'était un budget au-dessus quand même. Mais j'avais essayé d'autres choses qui marchaient plus fort qu'une 350Z. Mais franchement, c'est sur celle-ci que mon cœur s'est porté. Ça a été vraiment un coup de cœur au niveau sensation, ressenti de conduite. J'ai essayé, alors je fais le petit pont, j'ai essayé une TTS. Donc ça marche beaucoup plus fort, c'est turbalisé, etc. Mais tu as moins de sensations, tu as moins de la sensation de vitesse, c'est plus canapé. Là, il faut aller chercher les tours, la voiture elle te gueule dessus quand tu accélères. Tu peux pas dire à l'agent de police qui va t'arrêter, désolé, je ne savais pas que j'étais pas en excès de vitesse. Non, si on me proposait une 370 ou celle-ci, je resterais sur celle-ci. La 370, à mon avis, souffre, entre guillemets, c'est pas vraiment un défaut, mais de ce côté aseptisé des voitures modernes. C'est moins sensationnel. J'ai mis une de mes lignes, alors j'ai conservé ma ligne d'origine. Tout simplement parce que j'ai investi ce que je voulais entendre. Ça fait assez Dyson en fait au début, même si ça reste investi, il y a un petit son sympathique, mais avec la ligne d'origine, on est très aseptisé. Alors là, faudrait pas que ça fasse plus de bruit parce que c'est déjà limite trop. Donc bon, je connais des gars en 350Z qui ont mis un décata, donc qui ont enlevé le catalyseur, qui ont une ligne full inox. Honnêtement, tu fais pas 20 bornes avec la voiture, hein, c'est insupportable. Là, ça reste supportable. Ouais. Et encore, tu fais du bruit, hein. On l'a bien vu dans la vidéo. Et encore, elle fait du bruit celle-ci, ouais. Quand tu as fait un petit passage dans la vidéo de la Ford, on t'a entendu arriver au loin. Au moins, mon plus gros flex maintenant, c'est que j'ai pas besoin de prévenir quand je suis arrivé chez quelqu'un. C'est clair en plus, c'est vrai. Est-ce que tu me le ferais pas écouter? Allez, on va faire ça. Voilà, on est parti pour l'essai routier, en espérant que la GoPro tombe pas. Malgré qu'elle fasse du bruit de dehors, à l'intérieur ça va en fait. Ouais, c'est assez bien insonorisé. Alors après il y a une petite vibration forcément entre 3000 et 4000 tours minute quand tu tabasses un peu parce que la ligne n'est pas d'origine, mais en dehors de ça, ça reste roulable sur des longs trajets. En même temps c'est ton daily, donc c'est normal que tu as fait ce qu'il faut aussi pour que ce soit un minimum confortable. Oh, les bosses, oh, la route. Ouais, la route ici c'est catastrophique. Non, le son il est vraiment sympa quoi. Ouais, il fallait ça pour vraiment kiffer la voiture. Avoir un bon son, je trouve que c'est quelque chose d'important dans une voiture. J'ai même pas envie de parler, juste envie de profiter, genre c'est fou. Ouais, d'écouter un petit peu le truc. C'est marrant, on a un ressenti comme s'il y a un turbo quoi. Ah, il y a une bonne poussée, ouais. Ah ouais, franchement, il y a un moment en fait, tu
sensation, ça part doucement. D'un coup, tu as tout et après, ça reste collé quand même au siège. C'est bizarre comme sensation pour un V6 Atmo. C'est un moteur qui a du coffre quand même. On a... Il y a du couple. Ouais, 370 newtons de couple. Pour un Atmo, c'est pas mal. C'est un jouet. C'est un jouet. C'est vraiment un jouet. Ah, faut pas la mettre dans les mains de n'importe qui, je pense. Alors moi, je me suis jamais fait peur. En fait, il faut avoir des bons pneus sur cette voiture. Ouais. C'est vraiment, je pense, s'il y a un truc où il faut pas lésiner sur cette voiture, c'est les pneus. Alors moi, j'ai toujours mis du Michelin, des pilotes sport 4 pour ceux qui connaissent. Alors là, je suis en pilote sport 5 à l'arrière, je les recommande pas trop, je vais repasser sur du 4, ils sont un peu plus chers. Parce que j'ai roulé un moment avec des pneus lisses, j'étais un peu insouciant, je me suis dit ça va passer. Même à 80 sur une 4 voies, il a un petit peu plu, j'ai commencé à faire une raquette. Je peux vous dire que le soir même, je les ai changés les pneus. Une propulsion en plus, dès que ça te met des petits coups de raquette, c'est pas une traction. Pour rattraper, il faut avoir de la chance. Ce qui est bien, c'est que les dépassements sont plus un problème, quoi. Ah oui, bah, ça accroche quoi. Ah ouais. Et j'ai pris le micro parce que je sais pas si vous allez m'entendre. On sent qu'elle est lourde, non? Ouais, ça fait une tonne 670 je crois, tout plein fait. Ça fait partie de la question, qu'est-ce que tu lui reproches quoi? Quels sont les défauts de cette voiture pour toi? Alors moi, au niveau des défauts, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns parce que rien ne peut être parfait. Au niveau des défauts, il y a la qualité d'assemblage global de l'intérieur qui est... Bah, les Japonais, il y a des options, c'est pas le problème, mais les plastiques, c'est plastique partout, la peinture tient mal sur les plastiques. On est sur un assemblage relativement bas de gamme, ouais, mais basique. On a quand même du cuir un petit peu partout, des sièges en cuir perforé, c'est joli. Mais voilà, en dehors de ça, on sent vraiment qu'ils ont mis de l'ingénierie dans le moteur. Le moteur est incroyable, il est fiable et il a un très bon rendu, une très bonne sensation, une très bonne sonorité. Mais voilà, pour moi, l'intérieur, ça fait partie des défauts, même si celle-ci est plutôt bien conservée. C'est un des défauts. Deuxième défaut, c'est vrai qu'elle est lourde, mais ça, on est dans la catégorie GT. Donc c'est pas une sportive pure et dure. On peut quand même attaquer dans les virages, dans les courbes, parce qu'on a une barre anti-rapprochement d'origine sous le capot et à l'arrière. C'est pour ça qu'on manque un peu de coffre. On a une barre anti-rapprochement, ce qui fait que la voiture est vachement rigide. Ouais, elle est plus rigide. Et du coup, tu as vraiment une précision dans les virages qui est vraiment ça sympa. balance pas quoi. Ouais. Après, c'est pas une voiture faite pour faire du record au NURB, quoi. C'est vraiment s'amuser un petit peu dans les courbes, mais c'est pas d'une précision chirurgicale. Puis les accélérations aussi, tu vois, quand tu dépasses, t'as du couple, t'as de la puissance, puis tu sens que c'est quand même un moteur, il y a quelque chose derrière, ça te colle. Disons que GT c'est plus confort et sensation que sportivité quoi. C'est coude à la portière et ne pas être emmerdé quand tu veux dépasser quoi. Ouais, c'est ça quoi. Pour finir, malgré les petits défauts que tu as dit, c'est un véhicule que tu recommandes. Ouais, alors il y a quand même quelques petites choses à savoir. Moi je me suis pas mal renseigné avant d'aller l'acheter. Il faut faire attention à quelques petits trucs, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a les joints de galerie, donc qui sont des joints dans le moteur qui peuvent se détériorer avec le temps et causer une perte d'huile. Alors il faut regarder la pression d'huile, il faut savoir que ça mange du pneu arrière, même quand vous faites pas de drift. C'est des grandes tailles aussi. Ouais, c'est des grandes tailles et comme je vous ai dit, il faut pas lésiner sur les pneus à mon sens, sinon vous allez vraiment finir dans le premier platane. Voilà, au niveau de la conso, moi c'est ma voiture de tous les jours. Je fais là du 12 litres 9 au 100, donc c'est quand même pas mal. Donc vraiment en roulant fort, j'ai déjà dépassé les 13 litres aisément. J'ai déjà fait presque 14. En conso moyenne. En conso moyenne, ouais, en moyenne. Ouais, ça commence à piquer. Ça fait pas beaucoup, ouais. J'ai fait moins de 500 km avec mon plein de 80 litres. Quand tu sais que je ne roule qu'au 98 et que le plein il m'a déjà coûté plus de 160 euros. En ce moment avec l'inflation, tu me dis tu es obligé de faire 2 cartes des fois. Ouais, des fois je suis obligé de faire 2 cartes quand les bornes sont limitées à 150 euros. Donc voilà. Après, en dehors de ça, c'est confort. Ça fait pas peur quand c'est bien chaussé. C'est fiable. Donc tout est une question d'entretien, hein, comme toutes les voitures, mais vous prenez pas trop de risques en achetant une 350Z si elle est propre. Attention, c'est des voitures qui ont fait du drift, qui sont réputées pour faire du drift. Les trains arrière peuvent avoir du jeu, c'est ce genre de point à regarder à l'achat. Et sinon, un défaut que j'ai pas cité réellement, mais c'est toute cette électronique embarquée
J'ai déjà eu plusieurs fois des défauts de capteur, donc le capteur PMH, etc. C'est pas cher à remplacer, c'est parfois chiant, mais globalement ça va, c'est pas des grosses pannes. Ouais. Ça reste pour moi, à mon sens, dans ce budget-là, l'un des meilleurs rapports prix, puissance, plaisir. Et c'est ce que je te disais, j'ai envie de changer parce que je suis quelqu'un qui adore changer, tester, redécouvrir les choses, quoi. Mais je sais que dans le budget que je vais avoir pour ma prochaine voiture, je ne pourrais pas remettre la même chose que ce que j'ai payé pour la 350Z et avoir un truc aussi fun qui m'apporte autant de plaisir, quoi. C'est pour ça l'avantage avec Julien, il peut expliquer parfaitement ce qu'on ressent dans une 350Z parce que c'est pas comme les gens qui l'utilisent le week-end ou autre. Lui c'est vraiment en daily. Donc toutes les qualités, tous les défauts, il les a tous les jours. Donc il a ressenti plus de choses dans la voiture que quelqu'un qui va rouler de temps en temps avec, quoi. Ouais, c'est ça. Les regards se tournent quand même. On arrive en ville, on voit, c'est quand même une voiture qui tape un peu à l'œil. Les gens savent un petit peu ce que c'est et puis la tienne fait un peu de bruit. Ouais, fait un peu de bruit, ouais. On voit les têtes se tourner, quoi. Beaucoup. Et puis, faut dire aussi que malgré le fait qu'elle a 20 ans, je trouve qu'elle était bien dessinée, quoi. Elle est toujours aussi jolie, quoi. Il y a des voitures qui, quand elles évoluent, on les trouve plus moches, plus jolies. Celle-ci, je trouve qu'elle est toujours restée un peu dans l'air du temps avec ses formes un peu arrondies. Ouais, bah ouais. Bah, elle a été produite encore entre parenthèses via la 370, donc les gens n'ont pas quitté cette forme. Bah, c'est vrai que la forme a déjà été futuriste quand elle est sortie, enfin futuriste, moderne déjà, et elle est restée un petit peu moderne dans le sens, tu vois, c'est pas comme par exemple les Porsche 944, les Porsche 924 qui aujourd'hui sont cool parce qu'elles sont Youngtimer. Ouais, puis elles ont une forme unique à moitié, quoi. Ouais, mais c'était des véhicules. formes très années, très fin 90, début 2000, quoi. Bah, la Porsche 944, c'est marrant que t'en parles parce que à l'époque, ce qu'ils aimaient bien faire, c'est prendre un modèle de voiture et bizarrement, t'avais deux autres marques qui prenaient exactement le même modèle. Ouais. La Porsche 944, elle est inspirée de la RX-7 FC, Ouais, c'est sûr. justement. Et la 350Z a été créée pour concurrencer le Boxster de chez Porsche. Et elle y est arrivée d'ailleurs, elle faisait mieux, moins cher. Et puis les Japonais sont très dans cette optique d'amélioration, toujours continuer d'améliorer un modèle. Vous voyez, celle-ci, elle a eu 3 phases quand même, c'est pas rien. La fin de production a été quasiment en 2010. Donc ça fait 5 ans de vie pour un coupé sportif. Donc c'est pas une voiture qui est destinée à la masse. Alors il y en a eu énormément, elle a beaucoup plu la 350Z. Mais de base c'est quand même quelque chose d'assez niche, c'est pas n'importe qui va s'acheter ça, c'est pas une voiture pratique, c'est pas une voiture qui consomme pas, c'est vraiment une voiture plaisir, donc c'est un public un peu moindre, quoi. Mais toujours dans cette optique d'amélioration, ils ont fait 3 phases, et alors pour moi la plus réussie ça reste quand même la phase 1 en termes de fiabilité, etc. Les phases d'après ont connu quelques autres soucis, mais dans cet esprit d'amélioration ils nous sortent des voitures qui sont vraiment finies, abouties et géniales, quoi. Enfin, génial à conduire et à regarder toujours. Bah, c'est un plaisir au regard, un plaisir au volant et un plaisir pour les oreilles, quoi. Ah, c'est ça. Un plaisir pour les oreilles, pas pour tout le monde du coup. J'évite de faire trop de bruit le matin quand je démarre pour mes voisins. Et quand tu passes en ville aussi, quoi. Ouais, faut faire attention. Avoir une voiture qui fait du bruit, bon c'est marrant, etc. Mais il faut quand même respecter les gens en général, quoi. Tout le monde n'est pas dans ce monde-là et tout le monde ne cherche pas, ne veut pas forcément entendre une voiture hurler comme ça. H24. Les critères quand j'ai acheté cette voiture, je voulais quelque chose qui puisse faire quand même des bornes de manière assez confortable, quelque chose qui ait un bon son parce que j'adore écouter ma musique au volant. Là j'écoute aussi la ligne d'échappement, mais et un régulateur de vitesse. Bon voilà, parce que moi j'aime faire de la route avec mes voitures. Quand j'achète une voiture, c'est pas pour spéculer dessus, la laisser dans un garage et qu'elle prenne de la valeur. J'aurais pu la garder à 100 000 bornes, peut-être qu'elle aurait valu 2-3 000 de plus. Bah, ça serait le value, ouais, 10 000 de plus. Je pense que si tu serais resté à 100 000 bornes et que tu l'aurais vendu, genre je pense l'année prochaine, à 100 000 bornes, si elle était dans ton garage, qu'il n'y aurait rien eu, esthétiquement elle est toujours parfaite. Ouais, d'origine en plus. Enfin, ouais, si tu laissais dans le garage, de toute façon tu n'aurais pas changé la ligne d'échappement, je pense pas. Elle serait restée en full origine, à 100 000 bornes, je pense que ouais, le 22 000 tu pouvais le faire. Ah ouais, bah c'est ça, le marché aujourd'hui a augmenté énormément sur ces voitures-là. Et c'est pas fini d'augmenter. Ah non, c'est que le début. Bon bah voilà pour l'essai de cette 350Z. Un essai qui m'a un peu scotché au siège. Parce que c'est vrai qu'on sent bien les 280 chevaux dans le V6, même si c'est un petit peu lourd. Pas mal pour un apno, hein. Bah franchement, ouais, ça pousse bien. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de présenter la voiture, d'être venu quand même, parce que tu as fait un petit peu de route pour nous présenter cette voiture. Ouais, un petit peu, ouais. En tout cas, si toi aussi tu as un joli petit véhicule comme celui-ci et que tu veux passer sur la chaîne pour me le présenter, envoie-moi un petit message sur Instagram, Roison Car,
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et à mettre un petit commentaire si tu as des questions sur le véhicule. Le propriétaire répondra. Avec plaisir. De toute façon, entre passionnés, on s'entraide et puis on essaye de se partager au maximum la passion, c'est le but de la chaîne. Sur ce, je te dis écoute, à la prochaine. À la prochaine. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Clap de fin.